Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, que ce soit l'amour, la santé, la prospérité, la réussite. Bref, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et cette année, je vous le dis, au niveau du contenu sur YouTube, on va mettre le paquet. On va reprendre tout ce qui est Spider Society et l'ère des symbiotes. Il y aura de nouveaux concepts. Il y aura, comme je fais là avec What If, des reviews sur les prochaines séries, notamment Marvel. Donc là, avec la prochaine qui arrive, votre fidèle serviteur Spider-Man. Ça, j'ai un peu plus hâte qu'au départ grâce au trailer. Bref, vous allez voir que l'année va être bien remplie. On va beaucoup se voir sur YouTube et ça, c'est cool. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de What If. Sachez par avance que les précédentes reviews sont disponibles dans une playlist dédiée sur la chaîne, et donc je vous balance ça en haut à droite de l'écran. Je le rappelle comme à chaque début de vidéo, mais cette vidéo est 100% avec spoiler. Par conséquent, si tu n'es pas à jour sur la série, je te suggère de quitter la vidéo et de revenir quand tu seras à jour. Concernant cet épisode, on se focalise sur Shang-Chi et Kate Bishop, et l'épisode s'intitule simplement « Et si 1872 ». Ouais. C'est un peu à chier comme nom, mais bon, passons. Comme toujours, je vous ferai dans un premier temps une review rapide de l'épisode, ensuite je vous balancerai les différents détails et easter eggs que j'ai relevés, et enfin je vous donnerai mon avis global avec les points positifs et négatifs. On commence l'histoire à l'époque du Far West, et on retrouve John Walker, aka US Agent dans l'univers principal, qui tire 12 coups dans une cloche pour appeler Shang-Chi et Kate Bishop, qui dans cet univers est Hawkeye et tire avec des pistolets. Après une baston expéditive, Shang-Chi et Kate demandent à Walker où se trouve The Hood, le méchant de cette histoire, qui a enlevé des ouvriers du chemin de fer de l'Ouest. Walker révèle alors aux deux héros que The Hood serait en route pour Point Pegasus, et le duo part alors à sa recherche. On apprend entre-temps que la sœur de Shang-Chi, Xialing, a immigré aux États-Unis pour échapper à la tyrannie de leur père et pour profiter du fameux rêve américain, je mets des guillemets. Malheureusement, elle va vite déchanter puisque les immigrés deviennent la cible de The Hood, un chef de bande qui souhaite régner de manière tyrannique sur ces terres. Déterminée à défendre les siens, Xialing part affronter The Hood, mais à la suite de cet affrontement, on n'entendra plus jamais parler d'elle. C'est pour cela que Shang-Chi partira à sa recherche et croisera le chemin de Kate, qui avait également des comptes à régler avec The Hood. Le binôme arrive à Point Pegasus, mais malheureusement trop tard, puisque le coin est complètement ravagé et qu'il n'y a pas de survivants à première vue. Du moins c'est ce qu'il pense, puisqu'il tombe ensuite sur un enfant nommé Kwai Jun-fan, qui explique qu'il a essayé d'appeler le binôme pour les aider, mais sans succès car The Hood est arrivé trop vite et a embarqué tout le monde dans un train fantôme. Les deux héros auront du mal à croire à l'histoire du garçon, mais suivront tout de même les faibles pistes qu'ils auront à portée de main. Ainsi, les deux héros tombent sur ce fameux train qui n'utilise pas de rails pour avancer, mais plutôt la technologie de Stark, en avance sur son temps comme toujours, qui permet de faire flotter légèrement le train, un peu à l'instar du train dans Retour vers le futur 3. Le groupe entre alors dans le train et découvre tout un arsenal à l'intérieur, pour ensuite tomber sur les ouvriers disparus qui ont l'air complètement hypnotisés par les pouvoirs de The Hood. Nos héros avancent un peu plus loin dans le train et se retrouvent nez à nez avec Sonny Burch, le bras droit de The Hood, qui les coince. Shang-Chi va alors donner l'ordre à Jun-fan d'utiliser une de ses techniques de combat pour échapper à ses ravisseurs, et le jeune homme ira sur le toit du train pour tenter d'y parvenir. Mais la fuite est de courte durée, puisque les sbires rattrapent le garçon et l'attrapent pour le jeter du train. Cependant, à ce moment précis, Uatu décide une nouvelle fois d'intervenir et de donner un coup de pouce, ou du moins un coup de majeur façon Deku dans My Hero Academia, ce qui aura pour conséquence de faire tomber les ravisseurs. Nos héros arrivent alors à destination. Shang-Chi part à la rencontre de The Hood pendant que Kate Bishop est retenue par Burch. Shang-Chi et The Hood s'affrontent dans un combat acharné avant que le vilain ne disparaisse comme un fantôme, et pendant ce temps, Kate Bishop se retrouve piégée par Burch qui tente de l'hypnotiser de la même manière que les ouvriers, et qui lui révèle au passage que c'est lui et non pas The Hood qui a assassiné ses parents et volé leurs richesses. Shang-Chi parvient tout de même à repérer The Hood grâce aux traces de pas qu'il laisse et lui assène un violent coup, ce qui aura pour effet de décapuchonner le vilain et de révéler qu'il s'agit en réalité de Xialing,
la sœur de Chang-Chi. Le héros est alors décontenancé et Xialing explique qu'elle a battu The Hood à l'époque et volé son pouvoir. S'ensuit un dialogue entre les deux où chacun expose sa vision des choses pour ensuite retourner au combat. Alors que le duo Chang-Chi et Kate Bishop se retrouvent chacun en mauvaise posture, Jun Fan sonne plusieurs coups de cloche, non seulement pour annuler l'emprise du pendule de Birch, mais aussi pour distraire Xialing. Kate reprend alors le dessus et se débarrasse des sbires de Birch, tandis que Chang-Chi désarme sa sœur. Ce dernier refuse de continuer à se battre contre sa sœur et joue le tout pour faire revenir sa sœur dans le droit chemin. Mais alors que Xialing tranche dans le vif pour ne pas abattre son frère, Kate tire sur Xialing pour défendre son coéquipier et tue ainsi cette dernière. Kate Bishop est alors confuse et se confond en excuses auprès de son partenaire, mais Chang-Chi lui pardonne car il avait bel et bien compris que sa sœur n'était plus là et qu'elle avait été consommée par le pouvoir de The Hood. Et on finit sur une scène où Jun Fan raconte les exploits de Chang-Chi sous les regards des deux héros, avant que ces derniers ne soient appelés par le son des cloches pour de nouvelles aventures. Watu conclut alors comme quoi cette histoire finit mieux que prévu, mais est interrompu par les autres gardiens qui lui reprochent ses interventions avant d'utiliser leur pouvoir pour le neutraliser. Fin. Voilà pour la partie review, maintenant voici les quelques détails et easter eggs que j'ai pu relever, et il y en a quand même pas mal. Déjà, à peine vers le début de l'épisode, on a l'effet de pellicule qui brûle, effet qui est monnaie courante dans de nombreux films de western. On a ensuite une référence sympa mais compréhensible qu'en VO malheureusement, puisqu'il est expliqué que dans cet univers, Chang-Chi n'a pas les 10 anneaux, mais qu'il vient en sonnant 10 coups de cloche, ce qui se traduit par 10 rings, comme pour les 10 rings, les 10 anneaux. On a aussi le bandana de Chang-Chi qui est rouge avec des motifs un peu comme des écailles, ce qui rappelle un petit peu le Grand Protecteur, le dragon du film Chang-Chi. Bien évidemment, on a le retour de John Walker, qu'on a vu en tant que US Agent dans la série Falcon and the Winter Soldier, et que l'on reverra dans le film Thunderbolts. On a aussi The Hood qui est introduit et qui est un futur personnage qu'on verra dans la série Ironheart, puisqu'il en sera l'antagoniste principal. Aussi, à un moment donné, Birch demande à Chang-Chi de garder dans ses poches les poings de la fureur. Et ça, c'est une référence amusante qui ramène à un film de Bruce Lee qui s'appelle La Fureur des Poings. Et enfin, une dernière référence que j'ai beaucoup appréciée, vers la fin de l'épisode, quand Chang-Chi et Kate observent Jun Fan, Kate dit à Chang-Chi que ce gamin a des poings d'acier. C'est un gros clin d'œil concernant le personnage d'Iron Fist, point d'acier, puisque justement, Kwai Jun Fan était un Iron Fist de l'époque de 1878, provenant du Texas. Voilà pour la partie détail et easter egg de l'épisode. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé l'épisode sympa, mais sans plus. Je sais pas, je l'ai trouvé relativement basique. En soi, le duo Chang-Chi-Kate marche bien et l'ambiance Far West est vraiment très sympa et j'ai apprécié cette nouvelle intervention de Watu et le fait que les autres gardiens débarquent enfin, mais je trouve qu'en dehors de ça, l'épisode est relativement creux et que la menace est pas vraiment menaçante. Je sais qu'ils ont fait exprès d'introduire The Hood pour que les gens aient un aperçu de ce qui pourrait être le perso dans Ironheart, et c'est normal, cette saison je trouve qu'elle sert vraiment de vitrine pour les prochains persos mis en avant dans le MCU. Mais je sais pas, j'ai pas été convaincu, et je trouve que la trame de l'épisode était vraiment très basique. Heureusement aussi, les scènes de combat étaient vraiment cool, mais sinon en dehors de ça, ouais, c'était pas foufou. Du coup, je le redis, mais je suis pas vraiment convaincu par cet épisode, et j'ai un peu peur pour les deux derniers épisodes, je vais vraiment pas vous mentir. En tout cas, voilà les beignets pour cette review de l'épisode 6 de la saison 3 de What If, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas également à commenter et à partager, et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, eh bien je vous dis bye les beignets!